État de l'Ohio, dans l'est des États-Unis. Nous sommes à Cincinnati, à 400 km de Chicago. Une agglomération de 2 millions d'habitants, typique de ces villes industrielles que compte l'Amérique. Depuis le début de la matinée, à l'hôpital public de la ville, le service des urgences psychiatriques accueille des malades en crise. Comme cette femme dans le couloir. Elle est connue dans le service. Il y a quelques heures, elle s'en est prise aux infirmiers. Je vais tout casser ici, je vous le jure. Ok, d'accord. Elle est bipolaire. Elle alterne des phases de dépression avec des moments de violence aiguë. Le docteur Brian Griffin doit éviter qu'elle ne devienne trop agressive. Il travaille ici depuis 9 ans. En matière de psychiatrie, c'est une pointure. Il va tenter de calmer la patiente. C'est une blague. Je ne sais même pas ce qui ne va pas chez moi. Je comprends, mais vous êtes malade. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de faire des séjours à l'hôpital. Non, c'est faux. Et je n'ai pas fait plusieurs séjours à l'hôpital. Je n'y suis allée qu'une seule fois pendant 1 an. C'est bien le problème. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je traverse quelque chose de difficile. Et je ne peux même pas vous l'expliquer. Regardez où on est, enfin. On est au beau milieu du couloir. Vous ne me proposez même pas d'aller nous asseoir à une table pour écouter ce que j'ai à dire et voir ce qui ne va pas chez moi. Pour éviter le conflit, le docteur la laisse seule un moment. Elle est trop agitée. Je ne me sens pas en sécurité pour discuter dans une chambre avec elle. Elle est vraiment imprévisible. Elle a cassé une caméra de vidéosurveillance ce matin. Et écoutez comme elle crie. Vous devez m'écouter, être un docteur, Griffin. Ok, d'accord. Il faut que vous arrêtiez de jouer avec ma vie, Griffin. Ok. Il faut que vous arrêtiez de jouer avec ma vie. Je suis une citoyenne américaine. La jeune femme a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Elle peut avoir un accès de violence à tout moment. Pour empêcher qu'elle ne s'en prenne à quelqu'un, Brian a appelé 7 infirmiers et 3 agents de sécurité. La procédure peut surprendre, mais dans ces urgences, les médecins ne prennent aucun risque. Une injection de tranquillisant va lui être administrée. Il faut lui donner des médicaments avant que quelque chose n'arrive. Si vous attendez qu'elle soit vraiment en crise, ça met le personnel et les autres patients en danger. Qu'est-ce que vous me donnez? Ils m'ont déjà donné ce médicament. Pourquoi vous me redonnez ça? C'est le docteur qui l'a ordonné. Ils m'ont déjà donné ça en bas. Le docteur l'a ordonné. Encerclée, la jeune femme est contrainte d'accepter le médicament. Pourquoi ils me font ça? Allez vous faire foutre! Si jamais vous sortez... Va te faire foutre! Va te faire foutre! Allez, vous l'emmenez en salle d'isolement. Emmenez-la là-bas. En attendant que le tranquillisant fasse effet, les infirmiers vont prendre une mesure de sécurité supplémentaire. Ils la transportent dans une chambre d'isolement. C'est une pièce spéciale, sans lit ni lavabo, pour éviter qu'elle ne se blesse. La salle dispose d'une caméra vidéo pour la surveiller. J'en ai rien à foutre! Je ne peux pas vous parler. Je n'ai pas le droit de vous parler. Qu'est-ce que tu me veux, toi? La patiente va rester enfermée le temps qu'elle se calme. À l'hôpital de Cincinnati, le personnel répète sans cesse ce type de procédure médicale. Une manipulation toujours délicate. Chaque geste est calculé pour éviter de blesser les malades. On essaie toujours de maîtriser un patient. On ne l'attaque pas. On ne doit pas utiliser une force excessive ou frapper. C'est vraiment une question de maîtrise. C'est pour ça qu'on vient très nombreux. Être nombreux, c'est nécessaire pour attraper les jambes, les bras, tout ce avec quoi la patiente pourrait frapper. On doit être capable de contrôler ça. Et c'est toujours plus difficile de maîtriser quelqu'un que de frapper quelqu'un. Toute cette merde, c'est diabolique! Les hôpitaux, c'est l'enfer! Pour comprendre comment sont pris en charge les malades mentaux aux États-Unis,
Nous avons suivi le travail du docteur Brian Griffin aux urgences psychiatriques de Cincinnati. Il doit gérer les crises et les délires de ces malades qui se succèdent dans son service. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 personnes aujourd'hui. On est vraiment surchargé. Nous irons également en Virginie, dans un hôpital psychiatrique ultra sécurisé qui accueille les malades les plus dangereux de l'Amérique. Il a l'air plutôt inoffensif comme ça, mais c'est un ancien boxeur. Donc 2-3 coups de poing et vous êtes par terre. Pour les soigner, Jody, infirmière en chef, applique des méthodes de guérison hors du commun. Mais aux États-Unis, ces soins haut de gamme sont réservés à une minorité. Frappés par des coupes budgétaires draconiennes, beaucoup d'hôpitaux psychiatriques n'hésitent plus à mettre à la rue leurs malades. Résultat, ce sont les policiers qui doivent gérer ces nouveaux SDF. Et parfois, les interpellations tournent à la bavure. Ce n'était pas nécessaire. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. En Californie, l'intervention vire au cauchemar pour un SDF schizophrène. Battu à mort par les forces de l'ordre, il décédera de ses blessures. Alors, pour éviter ces dérapages, certaines villes ont décidé de former leurs policiers, comme Andrew à Cincinnati. La radio indique qu'il s'agit d'une personne maniaco-dépressive qui tenterait de se suicider. Apparemment, il y aurait le feu dans son appartement. La Nouvelle-Orléans a même dû créer des unités de bénévoles spécialisées dans les interventions à haut risque. Sur le terrain, Doc doit garder son sang-froid. Va te faire foutre, salaud. Je te jure, je vais te tuer. Ne me touche pas. Si certains de ces malades sont pris en charge à l'hôpital, beaucoup d'autres vont connaître l'enfer de la prison. Quand une nation ne sait plus comment soigner ses fous, voyage au cœur de la psychiatrie américaine. Le jour se lève sur Staunton, une petite ville de l'État de Virginie, à 2 heures de route de Washington. C'est dans cette campagne reculée que se trouve un hôpital ultra sécurisé, le Western State Hospital. Derrière ces grillages, plus de 250 patients qualifiés d'ultra dangereux. Des malades mentaux qui ont agressé des infirmiers, d'autres qui ont commis des meurtres. Certains ont déjà fait plusieurs séjours en prison. Bonjour Dolores. Pavillon numéro 5. Il est 7 heures du matin. Pour tous les patients, c'est l'heure du réveil. Un moment particulièrement délicat pour le personnel. Jody, en poste depuis 25 ans, est l'infirmière en chef. Ce matin, elle est sur ses gardes. Dans cette chambre, une femme fait preuve d'agressivité depuis plusieurs jours. Elle s'appelle Brigitte. Elle souffre de troubles de la personnalité. Elle s'automutile et frappe les patients et le personnel. Jody a donc posté des infirmiers à l'entrée de la chambre pour la surveiller 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, Brigitte va tromper leur vigilance et semer le chaos dans le service. À peine sortie de sa chambre, elle se jette sur une autre patiente. Apportez la chaise. Au sol, la victime est fortement choquée. Mais l'urgence pour Jody, c'est de maîtriser la malade. L'infirmière va utiliser une chaise munie de lanières, spécialement conçue pour immobiliser les patients en crise. Pourquoi vous continuez à faire ça, hein? Vous aimez rester dans cette chaise toute la journée? Pourquoi vous attaquez Dolores? Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Très vite, Brigitte se retrouve ligotée, incapable de bouger.
Jody doit maintenant s'occuper de la victime de 56 ans dans le couloir. Elle a repris ses esprits. Ok, on y va. Comme ça, vous êtes prêtes? Allez, 1, 2, 3. Ça y est, vous y êtes. Elle n'est pas blessée. Cette fois-ci, l'incident s'est terminé sans gravité. Comme sanction thérapeutique, la femme agressive va rester attachée à la chaise pendant 2 heures. Cette chaise est habituellement utilisée en prison pour contenir les détenus ultra dangereux. Les médecins de l'hôpital l'ont adoptée. La patiente est dans la chaise. Les sangles se mettent comme ça, sous les bras. Et on les attache ici en bas. Donc la patiente ne peut pas se balancer comme ça plaque le bassin contre la chaise. Les poignets sont ici de chaque côté et on peut les serrer. Les jambes sont là attachées, donc la patiente ne peut pas vous frapper. Elle ne peut pas vous donner des coups de poing ni vous blesser. On s'est aperçu que ça réduisait le nombre des blessures, aussi bien pour le personnel que pour les malades. Quelques heures plus tard, la colère de Brigitte s'est apaisée. Jody décide de la libérer en présence des agents de sécurité pour éviter toute récidive. La balle est dans ton camp. C'est ton comportement qui détermine si tu es attaché ou pas, si tu es dans la chaise ou pas. Tant que tu attaqueras les gens, il faudra qu'on fasse quelque chose pour que tout le monde soit en sécurité. La patiente est encore trop fragile. Elle peut à nouveau faire preuve d'agressivité. Elle va donc rester entravée toute la journée. Mais pour aider à son rétablissement, les infirmiers vont la laisser circuler dans les couloirs. Dans cet établissement, tout est fait pour éviter les brimades et garantir le bien-être des patients. Malades et médecins sont sur un pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle le personnel ne porte pas d'uniforme. On fait tout pour ne pas avoir l'air différent des patients. Parce que ça n'aide pas le processus de guérison, donc ça fait des années qu'on met des vêtements normaux. Et ce n'est pas la seule innovation qui a fait la réputation de cet hôpital dans toute l'Amérique. Chaque jour, les dizaines de malades se dispersent sur ce qui ressemble à un gigantesque campus universitaire. Une quarantaine de disciplines sont enseignées. Mécanique, jardinage, activités sportives ou créatives et des cours pour apprendre à cuisiner. Prenez une autre bouteille de ketchup là-bas. Debbie a 54 ans. Elle a été admise ici il y a 1 an après avoir agressé violemment l'un de ses voisins. Pour elle, ce cours de cuisine est un véritable bol d'air. Ça m'occupe et ça me permet d'être active. On apprend quelque chose au lieu d'être juste un patient. L'objectif, responsabiliser les malades et préparer leur réinsertion. Dans cet hôpital, ils apprennent même à connaître leur maladie. Quand vous êtes atteint de schizophrénie, c'est plus difficile de vivre normalement. Toutes les choses qu'on fait dans la vie courante. Par exemple, payer un loyer, acheter de la nourriture, travailler, c'est plus difficile à faire pour un schizophrène. Jim, 45 ans, est le responsable de cet immense campus. Pour éduquer les malades et les surprendre, il propose régulièrement de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, dans ce gymnase, il improvise un cours de golf. Hey Steve, prends le club comme ça, en arrière et frappe vers l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Jouer au golf, ça demande de la concentration. C'est efficace pour travailler leur tolérance à la frustration. Si vous êtes frustré, essayez le golf, vous allez comprendre. On travaille sur ce genre de choses et on travaille aussi sur la faculté à s'insérer dans la communauté. Parfois, certains patients aident les autres en leur disant, par exemple, « Moi, dans cette situation, voilà ce que je fais ». C'est vraiment une bonne manière d'apprendre à vivre ensemble. On est loin de l'univers carcéral qu'ont connu certains malades. Ils vont enchaîner les swings
pendant 1 heure. L'originalité de ces méthodes thérapeutiques a un prix, 400 € par jour payés par l'État de Virginie. Mais aux États-Unis, ce type de soins n'est réservé qu'aux patients dangereux. La majorité des malades est généralement prise en charge par les urgences psychiatriques, où les médecins doivent lutter pour continuer à les traiter. Retour aux urgences de Cincinnati avec Brian Griffin, le docteur en psychiatrie. Ce matin, avec les infirmières, il doit rendre visite à un patient schizophrène. L'homme entend des voix. Il a été arrêté par les policiers après les avoir menacés avec une hache. Interné et sous traitement depuis 3 semaines, son état ne s'améliore pas. Malgré les médicaments, il délire en permanence. Jésus, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Du calme. Jésus est mon sauveur. Doucement. Respirez. On va faire notre méthode de respiration. Chut. Vous vous rappelez? Allez, respirez. Ok, bon travail. Pour le soigner, le docteur Griffin aimerait modifier son traitement. Seulement, les nouveaux médicaments qu'il préconise coûtent cher. Or, aux États-Unis, il ne peut décider seul comme le ferait un médecin français. Ici, les frais d'hospitalisation et les traitements sont financés par les assurances privées des malades. Attendez-nous là. On revient tout de suite. Avant d'engager des coûts supplémentaires, il est obligé d'appeler l'assurance du patient pour lui demander son autorisation. Et aujourd'hui, il a un sacré problème sur les bras. Le problème, c'est que la compagnie d'assurance ne veut plus payer. Elle pense qu'on devrait pouvoir soigner le patient en 10 jours. Et elle n'aime pas quand on met en place un premier traitement médical qui ne marche pas. Quand on veut essayer un autre traitement, elle ne veut plus payer. Et elle trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas dépenser d'argent. Brian et l'infirmière décident d'appeler le représentant de l'assurance, qui pour le moment refuse de payer pour changer le traitement. Nous sommes autorisés à enregistrer une conversation que les hôpitaux américains en général préfèrent cacher. Écoutez, voilà ce qui se passe. Il est schizophrène, il est sous pression, il a des délires religieux, il est désorganisé et il a des hallucinations. Oui, mais ce qu'on s'est dit hier, c'est qu'il n'était plus agressif et qu'il ne risquait plus d'attaquer quelqu'un. Oui, mais il est psychotique. Il ne va pas frapper quelqu'un, mais il a besoin d'être pris en charge. Le ton va très vite monter car le représentant de l'assurance ne veut pas entendre parler d'un nouveau traitement. Mais ça fait déjà 1 mois qu'il est là. Je sais, mais on a mis en place un traitement qui n'a pas marché. Quand vous avez des patients comme ça, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon traitement, un traitement qu'ils vont tolérer. Non, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'accord. Ouais, je m'en doutais. On en a parlé hier, je vous l'ai déjà dit. Ouais, je vous l'ai dit ce matin. La difficulté, c'est que... Je ne suis pas d'accord, pas question. Je ne prendrai pas de décision. On en a parlé ce matin à la personne qui organise les choses. Oh, je n'y crois pas, elle a raccroché. Il refuse de payer le traitement. C'est typique. Voilà comment ça se passe. Ça marche bien tant que le patient va bien et qu'il ne reste à l'hôpital qu'une petite semaine. Et ça, les patients ne le savent pas. Les gens qui achètent une assurance croient qu'ils sont couverts, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est vraiment stressant pour nous. Le docteur Griffin est confronté tous les jours à l'intransigeance des assurances. Heureusement pour ce patient, cet hôpital public va prendre en charge les nouveaux frais médicaux. Mais sur le territoire américain, tous les médecins ne sont pas aussi consciencieux que Brian Griffin. Dans certains États, les hôpitaux n'hésitent pas à jeter à la rue les malades incapables de payer.
Aujourd'hui, 250 000 personnes atteintes de troubles psychiatriques seraient sans abri. Et c'est en Californie, à Los Angeles, que le scandale a éclaté. À Skid Row, un immense quartier de 6 km² où vivent 10 000 SDF. Un tiers de ces personnes seraient des malades mentaux. C'est le cas de Clifford. Âgé de 54 ans, il souffre de schizophrénie. Il a été interné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique avant d'échouer sur ce trottoir. J'entends des voix qui me disent de faire des choses. Ces voix, ce ne sont pas des démons. Ça vient de moi. Et je connais ma maladie mentale. Je sais que j'ai une personnalité double. Mais je ne vais pas les laisser, ces voix, m'entraîner vers le suicide ou blesser quelqu'un. Elles viennent souvent, ces voix. Parfois, je suis triste, mais vraiment au bout du rouleau. Et les voix, elles me disent d'agresser quelqu'un ou de me faire mal. Ça me rend fou. Vous voyez, du genre, allez, vas-y, tue-le. Et moi, je résiste. Je dis non, non, n'y pense pas. Mais les voix, elles reviennent et ça recommence. Elles me font peur. Dans ce quartier, aucune aide psychiatrique n'est apportée aux malades mentaux comme Clifford. Pire encore, les hôpitaux spécialisés n'hésitent pas à se débarrasser ici des malades désargentés dont ils ne veulent plus. La caméra de surveillance d'une association catholique a d'ailleurs filmé les conditions de leur arrivée sur ces trottoirs. À droite de l'image, ce taxi va déposer une femme qui porte encore une blouse d'hôpital. Complètement perdue, elle se met à marcher à contresens sur la route. Âgée de 63 ans, elle souffre de démence. Elle a été mise dans un taxi par un hôpital californien car elle était incapable de payer les frais médicaux. Après enquête, la ville a porté plainte contre l'établissement. L'hôpital a dû présenter ses excuses et risque une condamnation. Dans le quartier, la mésaventure de cette femme est loin d'être un cas isolé. Oui, monsieur. Je vous donne un ticket. Larry travaille dans une de ces missions catholiques qui aident les sans-abri. Il leur fournit des repas ou des tickets pour prendre des douches. Depuis 6 ans, il a vu de nombreux cas similaires. J'ai été témoin de ça, je vais être honnête. J'ai vu des hôpitaux venir et jeter leurs patients ici. Ils n'avaient plus d'argent. Il faut penser à ça. Quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et qui est à l'hôpital, vous savez pourquoi les hôpitaux s'occupent d'eux? Ils s'en occupent parce qu'ils sont payés. C'est pour l'argent. C'est un business. Il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi un business. Donc qu'est-ce que vous faites quand un patient n'a plus d'argent? Dans un monde parfait, on continue à le soigner. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Après ce scandale, 2 hôpitaux psychiatriques qui avaient jeté à la rue 150 malades mentaux ont été condamnés à une amende de plus d'1 million d'euros. Mais la situation la plus catastrophique, on la trouve à la Nouvelle-Orléans, au sud des États-Unis. Dans cette ville de 300 000 habitants, il n'y a que 60 lits de psychiatrie, 3 fois moins que la moyenne nationale. Alors, avec les moyens du bord, les autorités ont créé une brigade de bénévoles intégrés à la police locale. Chaque jour, Doc et Tom sillonnent la ville pour venir en aide aux malades mentaux qui vivent dans la rue. Au moindre appel radio, ils interviennent. Le code est 103M. C'est un malade mental en crise. Apparemment, c'est une femme afro-américaine. C'est la seule chose qu'on sait pour l'instant. En situation de crise, chaque minute compte. Alors pas de temps à perdre pour ces volontaires. Dans la vie, Tom est directeur de casting. Doc, lui, est un ancien psychologue. Aujourd'hui, il est retraité. À 66 ans, il a souhaité s'engager pour aider les malades mentaux à la dérive. Dans cette ville, je pense que c'est utile, surtout en ce moment.
C'est honteux qu'ils aient besoin de nous. Il devrait y avoir de meilleurs services. Comme ça, il n'y aurait plus besoin d'unités de crise comme la nôtre. C'est comme ça. On est obligé d'être là et finalement, on enlève des gens de la rue qui pourraient faire du mal aux autres. Donc je pense qu'on aide vraiment la population. Arrivés sur les lieux, les deux agents retrouvent une patrouille qui a interpellé la jeune femme en crise. Les policiers l'ont menottée et allongée à l'arrière de leur voiture. Comment ça va, madame? Tout va bien? Touchez pas ma tête! Ne touchez pas ma putain de tête! On va vous sortir de là. Vous allez monter dans notre véhicule. On vous emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle était là-bas dans ce quartier et elle mettait des bouteilles de verre sous les pneus des gens. Elle jetait de la nourriture aussi. Doc et Tom la connaissent. Ils l'ont déjà conduite à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques. Elle est sans domicile fixe. Un détail attire tout de suite l'attention des policiers. Elle porte encore le pyjama vert de l'hôpital. Elle vient sans doute d'être renvoyée d'un établissement psychiatrique. C'est la 3e fois que je la croise. La première fois, elle me détestait. Ensuite, elle m'aimait. Cette fois-ci, c'est encore différent. Elle a tout un passif avec nous. Elle est schizophrène. Allez, on y va, madame. Tout va bien, on y va. Tout va bien. Ça y est. Vous êtes OK, madame? OK, on va aller dans notre camion. Vous êtes d'accord? Avant de la ramener aux urgences, Doc et Tom vont l'attacher avec une ceinture de contention habituellement utilisée en psychiatrie. Une mesure de précaution car elle est connue pour être violente. OK, vas-y, c'est bien. Va te faire foutre, salaud! Je te jure, je vais te tuer! Ne me touche pas! Du calme, ça suffit. Du calme, c'est bon. Fils de pute, enlève tes mains, trou du cul, ne me touche pas! Oh, ne crachez pas, s'il vous plaît. Madame, je vais vous mettre un drap autour de la figure. Vous connaissez le truc, hein? Il faut que vous arrêtiez ça. Vous ne voulez pas de ça, n'est-ce pas? J'aimerais avoir plus d'informations, mais là, c'est de la courtoisie. Elle est très en colère, elle n'a pas envie d'être embêtée, de parler. Je ne vais pas insister. Et toi, là-bas, va te faire foutre! D'accord. La dernière fois qu'on l'a ramassée, elle se prenait pour un médecin. Pour un médecin et une infirmière. Elle avait des affaires et 2 sacs. Là, elle n'a plus rien. Quelqu'un a dû lui voler ses sacs dans la rue. Je pense qu'elle vit dans la rue. Elle est comme ça. Parfois, elle ne se sent pas bien, elle se met en colère et devient véhémente. Elle insulte et crache. Apparemment, elle n'a jamais été correctement soignée. Le voyage se termine une nouvelle fois aux urgences psychiatriques de la Nouvelle-Orléans. Allez, venez, madame. Non, ne me touchez pas! Venez, faites attention à la marche. On vous tient. Les policiers ne se font pas d'illusions. Ils savent déjà que la jeune femme sera renvoyée dans quelques heures. Une défaillance du système sur laquelle les autorités hospitalières refusent de s'expliquer. Nous ne serons pas autorisés à filmer dans l'établissement. Pour Doc et Tom, c'est un éternel recommencement. Chaque mois, ils ramènent ici plus de 200 patients et ça ne risque pas de s'arranger. Les autorités de la Nouvelle-Orléans ont annoncé aux hôpitaux psychiatriques une nouvelle coupe budgétaire de 10 millions d'euros. Demain matin, probablement vers 10 h, elle sera à nouveau dehors sous la pluie. Elle n'a pas d'endroit où aller. Elle retournera certainement là où sont ses affaires, si elles n'ont pas été volées. Et ça continuera comme ça, indéfiniment. C'est la tragédie. Sur le plan économique, on se mord la queue. On les emmène sans cesse aux urgences. Les scanners, les tests qu'ils font à chaque fois, ça coûte cher. Si un établissement pouvait les accueillir sur une longue durée, ça coûterait moins cher.
Mais c'est comme ça. À cause des coupes budgétaires, comme dit Doc, on se contente de les ramasser quand ils sont en crise. Avec ses auxiliaires de police bénévoles et motivés, la plupart des interventions se passent bien. Mais aux États-Unis, le face-à-face entre policiers et malades mentaux tourne parfois au drame. Je n'ai rien fait, je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Le passager d'un bus en Californie a filmé l'interpellation musclée d'une femme SDF maniaco-dépressive. Devant l'agressivité de la malade, les policiers ont perdu leur sang-froid. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Beaucoup plus grave, à San Francisco, des policiers encerclent un homme en fauteuil roulant qui vandalisait des voitures. Il souffre de problèmes psychiatriques et il est armé d'un couteau. Les officiers le mettent en joue car il a tenté de blesser un agent. Ils vont riposter de manière disproportionnée. Le passant qui filme est scandalisé. Ce n'était pas nécessaire. 3 coups de feu et l'homme s'effondre dans son fauteuil. Gravement blessé, il aura la vie sauve, mais sera condamné pour vandalisme et menace à l'arme blanche. Les policiers, eux, n'ont toujours pas été traduits en justice. À 600 km de là, un autre schizophrène SDF a été victime de policiers brutaux et incompétents. Son histoire a ému toute l'Amérique. Kelly Thomas avait 37 ans. Un soir d'été, il a été battu à mort sur cette place par des policiers. Une caméra de vidéosurveillance de la ville, équipée d'un micro, a filmé toute la scène. Cette nuit-là, les agents cherchent un homme qui aurait tenté de s'introduire dans une voiture. Ils contrôlent Kelly et très vite, l'interpellation tourne mal. Mets tes mains sur tes putains de genoux. Laquelle? Les deux. Je ne peux pas. Dépêche-toi et fais ça vite. Mets tes mains sur les genoux. Tu vois mes poings? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts à te taper. Kelly Thomas ne comprend pas ce qui lui arrive. Très vite, les renforts de police arrivent et en quelques minutes, la situation va déraper. Allonge-toi sur le sol. Allonge-toi sur le sol. Matraque à la main, les policiers passent le jeune homme à tabac. Et pour le maîtriser, ils ne vont pas hésiter à utiliser leur taser à plusieurs reprises. Une véritable scène de torture qui se déroule devant des riverains choqués. Sur une autre vidéosurveillance enregistrée dans un bus à proximité, certains passants commentent la scène avec horreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les flics tabassent ce pauvre gars là-bas. Il y a plein de flics. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que le type a fait. Il lui tire les cheveux, il le tabasse. Vraiment? Ouais, il y a plein de sang. Oh mon Dieu. Il l'électrocute. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça fait peur. Ouais, il le tabasse. Pourquoi ils font ça? Il est mort? Il est à moitié mort. Kelly sombre dans le coma. Transporté aux urgences, il décédera quelques jours plus tard. Plusieurs mois après le drame, la famille et les amis de Kelly se sont réunis pour lui rendre hommage. Bonjour. Ron, son père, cherche encore des explications. Ce point d'interrogation, c'est symbolique. C'est pour dire pourquoi. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est l'endroit où il a été battu à mort. J'étais sous le choc. Je n'y croyais pas. Je ne sais pas à quoi penser. C'est la police qui a fait ça. Mon fils ne méritait pas d'être battu par qui que ce soit, et encore moins par la police. Avant de perdre connaissance, les derniers mots de Kelly ont été pour son père.
Sur la vidéo, on l'entend crier « Dieu, Dieu, aide-moi, Dieu !» Et les 3 derniers mots de sa vie, c'était « Papa, papa, papa !» C'est pour ça que je me bats autant. Parce que jour et nuit, j'entends ces mots. J'entends mon fils crier pour que je lui sauve la vie. Ce sont les 3 derniers mots de sa vie. Je ne pourrai jamais oublier ça. À l'hôpital, Ron découvre le visage de son fils. Il est méconnaissable. Il a de multiples fractures au visage et le thorax enfoncé. L'histoire de Kelly, c'est l'histoire classique d'un schizophrène abandonné par le système de santé américain. Diagnostiqué à l'âge de 17 ans, Kelly fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il suit un traitement médical et à la demande de son père, il est finalement placé dans une résidence spécialisée. Mais sans la surveillance de ses proches, sa vie bascule peu à peu. Il finit par quitter sa résidence et se retrouve à la rue. Vous savez, vivre avec quelqu'un comme lui, c'était vraiment un travail quotidien. C'est comme un enfant que vous ne pouvez pas laisser seul. Pendant les dernières années, il a fallu que je parte loin à plus de 200 km. Je travaillais chez les Marines sur une base militaire et je ne rentrais que le week-end, donc je ne pouvais plus passer beaucoup de temps avec lui. Ce que je regrette, c'est d'avoir été loin. Je ne pouvais plus l'obliger à prendre ses médicaments, du coup sa schizophrénie a empiré. Aujourd'hui, le père de Kelly se bat pour faire de la mort de son fils un symbole. Il a porté plainte contre les policiers. Son combat a relancé le débat sur l'entraînement des officiers. Désormais, dans la plupart des États, les agents sont formés à l'académie de police pour appréhender les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Retour dans la région de Cincinnati. Andrew Snap fait partie des effectifs qui ont suivi une formation psychiatrique. Depuis 5 ans, il est de plus en plus souvent confronté à des malades en crise. Je suis intervenu sur de nombreuses situations violentes, des agressions, des tirs à l'arme à feu. Vous savez, parfois les gens, ils ont des problèmes mentaux. Ils appellent et disent que quelqu'un est en train de cambrioler leur appartement. Et quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'ils ont simplement une hallucination. On a beaucoup de schizophrènes et de personnes qui menacent de se couper les veines, ce genre de choses. Mais les 3/4 du temps, c'est juste pour attirer l'attention. Sur sa radio, un nouvel appel d'urgence. Ok, ça y est, colère explosive. Apparemment, quelqu'un qui n'a pas pris ses médicaments. C'est un jeune de 15 ans qui a un couteau mais qui l'aurait jeté. C'est un cas typique pour nous. À 2 kilomètres de là, un adolescent s'est montré très menaçant envers sa famille. Pas question de prendre le moindre risque. Plusieurs véhicules ont été envoyés sur place. C'est la grand-mère du jeune homme qui a prévenu les forces de l'ordre. Elle n'arrive plus à contrôler son petit-fils de 15 ans dont elle a la charge. L'adolescent a perdu ses parents très jeunes. Il s'en prend régulièrement à sa grand-mère. Il a été diagnostiqué maniaco-dépressif et il ne prend plus ses médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui? J'ai peur pour ma vie. Parce qu'il a dit qu'il allait tous nous tuer. J'ai vraiment peur pour ma vie, je le jure, j'ai peur. Il était hors de lui? Oui. Il s'est emporté contre moi parce qu'il a des problèmes. C'était quoi? Je ne sais même pas. C'est quoi le problème depuis quelque temps? Il est sous pression et il traîne avec des jeunes de 20 ans, 22 ans. Il l'entraîne. Il a volé des choses avec eux. Des CD, par exemple. Le jeune garçon s'est battu dans la maison avec plusieurs membres de sa famille. Ce matin, il les a même menacés avec un couteau. Il est à cran. Alors, pour faire baisser la tension, les policiers vont faire preuve de beaucoup d'attention à son égard.
Ma grand-mère s'est mise à crier contre moi en disant qu'elle préférait que je ne sois jamais né. Elle aurait aimé ne jamais me connaître. C'est la seule personne que j'ai dans ma vie et elle me dit ça. Ça m'a vraiment blessé au plus profond de moi. Et donc j'ai répondu des trucs. Elle a encore dit qu'elle aurait aimé ne jamais me connaître. J'ai dit que j'allais quitter la maison car c'est ça qu'ils veulent tous. Dis la vérité. Mon fils a essayé de le maîtriser, mais il l'a fait tomber. Ok. Oui, parce que j'essayais de me protéger. Il est venu et a mis ma vie en danger. Non, il n'a pas fait ça. Il m'a pris à la gorge, il m'a étranglé. Il m'a donné un coup de poing à l'estomac. C'est faux, il n'a C'est pas fait injuste. ça. Ok, ça va. Il ment, il vous dit que ce que vous voulez entendre. Ce garçon a complètement perdu la tête. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je veux l'emmener à l'hôpital pour enfants. Je crois qu'il a vraiment besoin d'être interné. D'accord. Vous y êtes déjà allé? Oui, il dit qu'il ne veut pas y retourner, mais je pense qu'il doit y aller. Les agents ont pris la peine d'écouter toute la famille pendant une demi-heure. Ils vont maintenant conduire l'adolescent à l'hôpital psychiatrique pour enfants. La décision est particulièrement douloureuse pour la grand-mère. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Il a été tellement rebelle durant les 6 derniers mois. Vous savez, il vient quand il veut. Il sort pour fumer de la marijuana, des cigarettes. Il traîne avec les jeunes de 20 ans. Il vole. Je ne peux plus supporter ça. Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. J'en ai marre de pleurer. Je ne veux plus pleurer. J'espère qu'il va trouver de l'aide. Andrew et ses collègues ont géré la situation avec calme, comme ils l'ont appris en formation. Cette mission à peine terminée, l'agent fonce vers un cas beaucoup plus grave. Apparemment, c'est une tentative de suicide. La personne est bipolaire. Il y a le feu dans son appartement. On ne sait pas ce qui brûle, mais on est sûr qu'il y a le feu. Plusieurs camions de pompiers sont arrivés sur les lieux pour éteindre l'incendie qui a démarré dans une maison. L'officier Andrew sécurise la zone. Au bas des escaliers, voici la jeune femme qui a mis le feu chez elle. Les agents pensent qu'elle a tenté de se suicider. Elle est aussi maniaco-dépressive. Compte tenu de la gravité des faits, l'hôpital psychiatrique a dépêché sur place cette infirmière pour tenter d'engager le dialogue. Qu'est-ce que tu as fait pour allumer ce feu? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Arrête de te moquer de moi. Elle a dit quoi? Je viens de lui demander ce qu'elle a fait pour allumer ce feu et avec un grand sourire, elle vient de me répondre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu as mis le feu à quelque chose? Sur une plaque de cuisson? Est-ce que la graisse a pris feu en faisant le repas? Autour de la poêle, par exemple? Elle me dit que la prochaine fois, elle fera un plus gros feu. Ok, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ok, vas-y. J'ai jeté mes affaires un peu partout dans la pièce. Ensuite, j'ai mis le feu à des feuilles de papier. J'ai jeté de l'essence dessus et j'ai laissé ça flamber. Un acte intentionnel qu'elle est incapable d'expliquer. En pleine crise, la jeune femme s'est également tailladé les bras avec un rasoir. Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie. L'appartement était en bordel, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Pendant l'incendie, elle était ici, à l'intérieur du placard, recroquevillée sur le sol. C'est dans la cuisine que la jeune femme a allumé le feu. Ici, elle vit seule. Personne n'était là pour la raisonner. Le feu a pris ici et là. Mais c'est tout. Les dégâts sont assez faibles. Elle a été à court d'essence, elle n'en avait pas assez. Si ça avait pris ici, ça aurait été dramatique à cause du matelas, du sommier. Dans ce coin, tout se serait enflammé. En plus, il y a d'autres gens qui vivent dans l'immeuble. Il y a une voisine à côté, derrière ce mur, qui a une bonbonne d'oxygène. L'oxygène, c'est pas très bon avec le feu. La jeune femme finit par avouer aux enquêteurs qu'elle ne prend plus ses médicaments depuis plusieurs mois. Malgré sa maladie, elle n'échappera pas à une condamnation. L'infirmière chargée d'évaluer son degré de responsabilité est catégorique. Elle aurait allumé le feu de manière consciente.
Je ne pense pas qu'elle soit dans un état délirant. Ce n'est pas comme si le feu avait été allumé par quelqu'un en état de crise psychotique. Elle a des problèmes psychiatriques, elle a un passif, mais elle est consciente. Il y a une grande différence avec quelqu'un qui allume un feu parce qu'il est en état de crise ou qui perd les pédales, par exemple. Là, c'était intentionnel. Elle dit même qu'elle n'avait pas réellement l'intention de se suicider. Quant aux blessures qu'elle a sur ses poignets, elles sont superficielles. Un simple bandage a suffi pour la soigner. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle a fait ça dans un état psychotique. Conséquence de ce diagnostic, la justice va considérer que la femme a commis un acte criminel. Elle va donc aller en prison et risque au minimum 2 ans de détention. La décision peut paraître sévère, mais aux États-Unis, de très nombreux malades mentaux sont jugés responsables de leurs actes. 500 000 d'entre eux seraient aujourd'hui en prison, 10 fois plus que le nombre de patients internés à l'hôpital. La presse américaine ne cesse d'ailleurs de tirer la sonnette d'alarme. Certains disent que c'est une véritable crise de santé publique. Nos prisons sont remplies de malades mentaux. Ces images extrêmement rares d'une prison américaine ont été diffusées par la chaîne ABC. Dans ce centre de détention, 20% de prisonniers sont des schizophrènes ou des maniaco-dépressifs, comme cet homme attaché sur une chaise de contention. Les gardiens lui ont mis un sac en papier sur la tête pour éviter qu'il ne crache. Les gens changent, leur visage se transforme. Remettez vos affaires. Remettez-les. Avez-vous essayé de vous suicider? Oui. Beaucoup de ces malades ont échoué ici pour des infractions mineures. La situation est ingérable car les gardiens ne sont pas formés pour les prendre en charge. Mais aux États-Unis, il y a un établissement où la situation est encore plus critique. Retour à Los Angeles. La Cité des Anges abrite la plus grande prison-hôpital du monde. Ici, 4500 personnes souffrent de problèmes psychiatriques. Il y a quelques années, une télévision américaine a réussi à filmer dans cette forteresse ces images. Des soupçons de maltraitance pèsent sur cet établissement, au point que le FBI a déclenché une enquête. Une association s'est donc mobilisée pour faire sortir ceux qui n'ont rien à y faire. Regarde mon bras. L'autre jour, je me suis tailladé les veines. C'est au tribunal de la ville que le sort de ces malades se joue. James Collet est travailleur social. Il vient ici chaque semaine pour faire sortir les malades de l'enfer de la prison-hôpital. Ce jour-là, il attend une décision de justice qui pourrait changer la vie d'un homme atteint de schizophrénie. Le voici dans son uniforme carcéral jaune. Jacob est en détention provisoire pour avoir agressé un automobiliste. James a proposé à la juge un programme de réinsertion pour lui éviter la prison. Le magistrat va se prononcer. Vous êtes libéré sous condition. Vous devez rester loin de l'homme que vous avez agressé. Vous avez interdiction de posséder une arme à feu et vous ne devez en aucune manière porter sur vous une arme, quelle qu'elle soit. Pour Jacob et James, c'est une première victoire. Il va avoir une chance de faire ce programme au lieu de rester en prison. Et l'agression ne sera pas inscrite à son casier. Pour lui, c'est une seconde chance. Je suis vraiment très content. Quelques jours plus tard, nous retrouvons James dans l'immense prison-hôpital où est détenu Jacob. Il vient le récupérer à sa sortie. Salut, tout va bien? Bon, on y va. Pour Jacob, c'est peut-être le bout du tunnel. Quand je suis arrivé là-dedans, je ne savais pas où j'étais. J'étais dans un état d'esprit différent et peu à peu, j'ai compris ce qui se passait.
À certains moments, mes codétenus étaient violents. Dans ces cas-là, tu ne sais pas quoi faire, tu dois rester neutre. Quand ils font des trucs illégaux, tu ne peux pas les dénoncer parce que sinon ils te battraient. Donc il faut rester fort, garder la tête froide et faire attention à ce qui se passe autour de toi. Je suis vraiment heureux de sortir. Ok, super, on y va. On va te placer dans une maison maintenant et te remettre sur les rails. Avant son incarcération, Jacob enchaînait les petits boulots. En dépit de sa maladie, il parvenait à louer un appartement. Aujourd'hui, il a tout perdu. Désormais, il va vivre ici, dans cette résidence spécialisée pour malades psychiatriques. Grâce aux aides de l'État et aux dons privés, l'association de James loge quelques personnes dans ce refuge. Tous ont connu la rue ou la prison. Pendant 120 jours, Jacob y sera logé et nourri. Le dîner est servi ici, le déjeuner et le petit déjeuner aussi. C'est grand, c'est vraiment bien. J'aime les arbres, j'aime la nature, donc c'est bien, vraiment bien. C'est beaucoup mieux que la prison. La prise en charge coûte plus de 700 € par mois. Jacob sera autorisé à sortir dans la journée, mais il devra respecter certaines règles. Rentrer à la nuit tombée et suivre un traitement médical. Pour lui, c'est un challenge. Il veut tout faire pour éviter de commettre à nouveau une agression comme celle qui l'a conduit en prison. J'avais pété les plombs. Aujourd'hui, je n'en suis pas fier. Ce n'est vraiment pas un moment dont on peut être fier. Ce jour-là, j'étais en voiture avec ma mère. Elle était venue me chercher pour aller faire des courses et acheter de la nourriture. J'ai vu deux personnes marcher et commencer à rigoler et ça m'a perturbé. Et je me suis mis en colère. Je suis sorti pour les frapper et ils sont partis. Ma mère est revenue. Elle m'a dit « Tu es fou, ça ne va pas ». Ensuite, je suis sorti. Il y avait une voiture qui reculait. Je l'ai poussé. Le gars s'est arrêté. Il a ouvert sa vitre. Et j'ai mis mes mains autour de son cou pour l'étrangler. Ça n'a duré que quelques secondes. Et ensuite, les flics sont arrivés parce que c'était devant un commissariat. Ils m'ont frappé ici et m'ont arrêté comme ça, en plaquant mon visage au sol. Un coup de folie qui aurait pu détruire sa vie et hypothéquer son avenir. Aujourd'hui, Jacob repart de zéro. Mais il reste un privilégié. Avec la crise économique, chaque année, plusieurs milliers de malades mentaux rejoignent la cohorte des laissés pour compte de la psychiatrie américaine.